Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir pour ce webinaire du mardi Arthur David, qui est enseignant-chercheur au département des sciences en santé environnementale de l'EHESP, et Jade Chaker, qui est postdoctorante dans le même département, et ils sont tous les deux membres de l'équipe 9 de l'IR7. Et donc pour ce webinaire, ils vont nous parler de Scanotation, qui est un logiciel qu'ils ont commencé à développer depuis 2019 et qui est un outil bioinformatique extrêmement important pour nous aider à déchiffrer ce qu'on appelle l'exposome chimique humain. Donc ça, ils vous en parleront plus précisément au cours de leur présentation. Avant de leur laisser la parole, je voulais vous préciser que donc ce webinaire est enregistré et qu'il sera plus tard mis sur la chaîne YouTube de l'école et qu'ils ont donc une présentation de à peu près 40 minutes. Et donc, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à utiliser le Q&A du Zoom et nous répondrons à vos questions à la suite de la présentation. Donc Arthur et Jade, à vous la parole. Merci Vincent pour cette introduction. Je vais laisser du coup Jade charger le PowerPoint et je vais en profiter pour commencer en remerciant la direction de la recherche pour cette invitation qui va nous permettre justement de présenter certains des développements que nous avons réalisés récemment pour automatiser un peu cette caractérisation de l'exposome chimique humain. Donc on reviendra bien sûr au cours de la présentation sur ce que veut dire l'exposome chimique et comment nous on l'entend, au moins pour cette présentation. Alors, il a été prévu initialement qu'on fasse cette présentation à trois voix avec Jade et Erwan Gilles, qui est l'ingénieur en bioinformatique qui a vraiment rendu possible la programmation de ce logiciel sous Python. Erwan est malade, donc on est en charge de l'excuser en début de présentation. Et donc, on va le faire à deux voix. Je vais laisser Jade piloter le PowerPoint parce qu'elle a pas mal d'animations à réaliser. Vincent vous l'a dit, on est rattaché au ODS et puis au sein de l'équipe Elixir de l'IR7. Donc voilà, on peut passer à la première slide. Et donc peut-être juste expliquer que notre thématique de recherche au sein du groupe de l'équipe dans laquelle on travaille, alors au sein du DS et au sein du LERES, qui est la plateforme analytique du DS de l'EHESP et de l'IR7. Donc notre thématique au sein de notre groupe de recherche, c'est l'évaluation de l'exposition humaine aux contaminants chimiques. Et on a la particularité de faire cette évaluation de l'exposition en utilisant des matrices biologiques qui vont être collectées sur des individus. Alors l'avantage d'utiliser des matrices biologiques comme le sang, l'urine ou même des tissus comme le placenta, c'est qu'on va intégrer toutes les sources de contamination, que ce soit des contaminants qui vont venir de l'air que vous respirez, de la nourriture que vous ingérez. On prend en compte toutes les voies d'exposition aussi, que ce soit l'inhalation, le passage transdermique ou l'ingestion. Et donc, cette capacité d'évaluer l'exposition avec des matrices biologiques permet d'avoir une image vraiment la plus complète possible de l'exposition humaine. Et donc, grâce à cette thématique de recherche, ça nous permet de coupler ces études, d'appareiller ces études avec des études de biosurveillance. On a des conventions avec Santé publique France, par exemple, pour réaliser et apporter des données d'exposition dans des études de biosurveillance pour étudier la variabilité spatiale ou temporelle à l'échelle d'une population. La majeure partie de nos recherches, comme on le fait au sein de l'équipe 9, donc l'équipe 9, c'est une équipe qui allie épidémiologie et sciences de l'exposition. Donc l'objectif, c'est d'associer ces données d'exposition dans des études épidémiologiques afin d'étudier s'il y a des associations statistiques qui existent entre un type d'exposition et la survenue de tel ou tel type d'événement de santé. Et ça permet d'identifier des facteurs de risque chimiques. Et puis, on peut aussi appliquer cette science de l'exposition pour renseigner tout simplement les études toxicologiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir renseigner les concentrations et les mélanges que l'on peut exposer sur des modèles in vitro, par exemple, pour étudier soit la métabolisation du composé, soit les mécanismes biologiques qui peuvent être sous-jacents à une pathologie donnée.
Sur la diapositive suivante, l'idée c'était de, voilà, de vous expliquer pourquoi en fait on étudie les expositions aux contaminants chimiques. Alors, je pense que vous vous en doutez, il y a un enjeu majeur de santé publique à étudier ces contaminants chimiques. On le sait maintenant que parmi l'ensemble des facteurs environnementaux auxquels les humains sont exposés tout au long de la vie et qui est défini comme sous le terme d'exposome, donc parmi tous ces facteurs environnementaux, donc Jacques, si tu fais un deuxième clic, eh bien, on sait que les expositions à la pollution en général, quelle que soit son origine et sa source, c'est une des principales causes liées à la survenue des maladies chroniques comme les cancers, les maladies cardiovasculaires ou encore les diabètes. Et donc là, je vous invite à lire vraiment ce rapport de la commission du Lancet qui a été mis à jour en 2022. Et d'après donc ce rapport, le nombre de décès prématurés causés par la maladie chronique et liés à la pollution en général serait de l'ordre de 9 millions. Mais là, ça prend en compte la pollution en général et en ce qui concerne la pollution d'origine chimique. Ce que met en évidence également ce rapport, c'est que les risques associés aux expositions aux contaminants chimiques restent encore majoritairement méconnus et donc probablement sous-estimés. Donc, si tu cliques, voilà. La conclusion, en fait, c'est qu'on manque cruellement actuellement de données sur les mélanges de contaminants et leur concentration auxquelles les humains sont exposés. Donc, sur la diapositive suivante, j'ai essayé d'illustrer ça avec les données d'une publication assez récente qui est sortie en 2023, où les auteurs ont essayé de recenser l'ensemble des substances chimiques qui sont présentes sur le marché. Donc, c'est des chiffres qui peuvent varier d'une étude à l'autre, et puis si on les considère au niveau européen, au niveau international, mais généralement, on considère on va dire qu'il y a entre 100 000 et 350 000 substances chimiques présentes sur le marché mondial. En Europe, on considère qu'il y a environ 5 000 qui sont utilisées en très fort tonnage, et ce depuis donc les 30-40 dernières années. Et si on regarde ce qui est disponible dans la littérature en termes de données d'exposition, on s'aperçoit qu'on a des données pour seulement quelques centaines. Donc là, on voit bien qu'il y a un manque criant effectivement entre ce qu'on utilise réellement et ce que l'on sait de cette exposition chimique. Donc les auteurs de cette étude ont parlé d'effet de Matthews Effect, qui revient à dire en fait qu'il y a un biais et qu'on analyse bien surtout ce que l'on connaît bien. Alors, pour faire face à à ce déficit de connaissances, eh bien, on a la chance de pouvoir vivre un changement de paradigme actuellement. Donc, pour l'instant, on va dire le gold standard, les approches conventionnelles sur lesquelles on s'appuie en biosurveillance sont des approches ciblées. On établit une liste de molécules, on les priorise en fonction de leur toxicité ou de leur tonnage, justement. Et ça permet d'obtenir des données quantitatives, robustes, utilisables à large échelle. Ça reste la méthode sur laquelle c'est vraiment le socle de la biosurveillance en général. Mais à côté de ces approches et grâce à l'émergence du concept d'exposome dont je parlais tout à l'heure, mais également grâce à l'émergence de nouvelles technologies, on peut aussi maintenant s'appuyer sur des approches beaucoup plus exploratoires qu'on appelle non ciblées. Donc les deux sont absolument pas opposés, hein. Vous avez bien compris qu'il y en a une qui va être exploratoire, qui va pouvoir générer des nouvelles hypothèses, et puis l'autre va pouvoir, l'approche ciblée, va pouvoir nous donner des données plus quantitatives. Donc les deux se complètent. Et donc, si on va sur la slide suivante, l'idée c'est de montrer un peu cette nouvelle technologie dont on va parler. Je ne vais pas rentrer dans un cours de chimie analytique, mais c'était important de vous préciser que on s'appuie sur une technologie d'analyse de masse, en fait. C'est la spectrométrie de masse à haute résolution. Et donc, Jade, si tu fais défiler les animations, l'idée, c'était d'expliquer que on a en amont, en fait, ces échantillons biologiques qui sont assez complexes et qui comprennent des milliers de molécules. L'idée, c'est de décomplexifier cet échantillon en faisant une séparation chromatographique. Et puis après, en fait, on a justement ces fameux instruments qui vont analyser la masse avec une précision assez forte, de l'ordre de 0,000001 Dalton, qui est l'unité de masse, donc de 1 ppm, donc avec des technologies par exemple de temps de vol où on estime la masse grâce au temps que la molécule ionisée met à voyager dans l'analyseur. Et donc en bout de course, on obtient en fait des données sans a priori, c'est-à-dire que vous avez en fonction du temps, en fonction de cette séparation, l'ensemble des signaux qui correspondent aux masses, enfin aux molécules qui étaient présentes dans votre échantillon biologique. Et à partir de cette masse,
précise, on remonte à une identité structurale. Et donc, au final, ben, grâce à ces approches non ciblées, on a des données assez riches, des empreintes chimiques qui contiennent énormément d'informations, qui ne sont pas euh, biaisées ou moins biaisées que les approches ciblées de ce point de vue-là, en tout cas. Et ça permet d'obtenir des informations, alors comme ce sont des échantillons biologiques, sur les métabolites endogènes. Et sur bah, les métabolites qui vont être issus du microbiote intestinal. Et donc, c'est ce qu'on appellera le métabolome. Et puis, à l'intérieur de ces échantillons biologiques, vous avez forcément aussi bah, toutes les molécules d'origine exogène que vous allez accumuler via la nourriture, l'air, l'eau. Et donc, nous, on s'intéresse au sein de cette empreinte chimique assez complexe aux molécules exogènes accumulées et qu'on appelle l'exposome chimique interne. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, l'exposome chimique interne. Et donc, ce sont des approches qui sont beaucoup plus complexes que les approches ciblées, puisque ça nécessite un workflow, donc une succession d'étapes beaucoup plus, on va dire, chronophage et beaucoup plus compliquée. Il y a la première étape dont on vient de parler qui consiste à générer une empreinte chimique avec de la spectrométrie de masse à haute résolution. Et ensuite, il y a toute une étape assez compliquée de bioinformatique pour transformer ces signaux chimiques en une matrice qui contient bah, donc les variables qui sont les masses associées avec un temps et puis leur abondance respective dans tous les échantillons. Puis ensuite, on fait appel à des statistiques pour mettre en évidence quels sont les signaux qui sont vraiment spécifiques à une exposition ou à une pathologie. Et il y a toute une étape ensuite d'annotation. Je mets en avant aussi ce workflow pour vous dire qu'il n'existe aucune solution universelle et automatisée actuellement pour bah, justement arriver à cette annotation. Donc l'annotation, c'est quand on donne une identité à un de ces signaux chimiques que l'on a généré avec la spectrométrie de masse à haute résolution. C'est un workflow qui est encore immature et il y a aussi encore beaucoup de défis à surmonter avant d'avoir quelque chose de vraiment compréhensif. Donc, si on va sur la slide suivante, l'idée, c'était de vous montrer qu'il y avait déjà un premier défi qui est lié à la grande diversité des structures chimiques auxquelles on peut faire face quand on prend un échantillon biologique, ce qui nécessite d'utiliser généralement plusieurs plateformes de spectrométrie de masse à haute résolution. Une seule ne vous permettra pas d'accéder à l'information globale parce que vous avez bah, des structures, comme vous pouvez le voir, qui sont extrêmement diversifiées. Et la deuxième chose, c'est que dans un échantillon biologique, bah, vous allez avoir des gammes de concentration dynamiques, c'est-à-dire que vous avez bah, souvent les composés qui sont présents, les composés exogènes dont je parlais, comme bah, les pesticides, les pyréthénoïdes ou autres composants exogènes de l'ordre du nanogramme ou de la centaine de picogrammes par millilitre, et puis à des concentrations de 1000 ou 10 000 fois supérieures, vous avez les constituants membranaires ou d'autres types de molécules comme les acides aminés ou bien même les médicaments. Donc il y a des interférences. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de ces défis-là qui sont plus liés et propres à la chimie analytique. Jade a beaucoup travaillé pendant sa thèse sur cet aspect-là, mais aujourd'hui, ce dont on voulait vous parler, c'est de la dernière partie, puisqu'au final, même s'il y a on va dire des défis encore sur le fait d'obtenir des empreintes globales, on a quand même des informations qui sont extrêmement riches. On obtient des empreintes chimiques qui contiennent jusqu'à entre 10 000 et 50 000 signaux. Et malheureusement, comme le système d'annotation n'est pas automatisé, on perd beaucoup d'informations. On ne génère des identités que pour 5 à 10 des signaux. Donc c'est extrêmement peu et ça c'est dans le meilleur des cas. Alors la difficulté tient au fait que vous obtenez une masse, mais aussi précise soit-elle, malheureusement, lorsque vous rentrez cette masse dans une base de données, alors il faut déjà que la molécule correspondante soit présente et même si elle est présente, en fait, vous pouvez encore avoir avec cette masse énormément de combinaisons en termes d'éléments atomiques qui fait que vous avez entre 1000 et 10 000 possibilités encore. Donc il faut arriver à fragmenter cette molécule pour essayer de reconstruire le puzzle ensuite et retourner à une identité structurale. Donc c'est ce processus d'annotation qu'on a essayé d'automatiser et dont on va vous parler aujourd'hui. Donc là sur la slide suivante, je vais bientôt m'arrêter pour laisser la main à Jade, mais juste l'idée, c'était de dire que là, on a ce concept d'exposome et d'exposome chimique. On essaie de le rendre opérationnel afin de répondre à cet enjeu de santé publique qui est de comprendre un petit peu et d'identifier des facteurs de risque chimique associés aux maladies chroniques. Et donc, ça fait 6, 7 ans que l'on travaille
à différents aspects parce qu'il y a plusieurs étapes avant d'arriver à cet objectif final. Premièrement, un peu la R&D, hein, le développement d'outils dont bah, ce logiciel dont on va vous parler, c'est des développements qui ont pu être initiés grâce au financement d'une chaire de recherche IDEX dont j'ai eu la chance d'être titulaire depuis 2016. Ce dont Jade va vous parler en deuxième étape, c'est bah, comment on essaye maintenant de faire ça, d'appliquer ces outils à plus large échelle dans des études épidémiologiques pour faire vraiment cette preuve de concept. Donc là, on sera dans le projet Églantine en même plus que sur la preuve de concept, essayer d'identifier des nouvelles signatures chimiques avec la neurodégénérescence. Puis en dernier lieu, juste faire un petit point sur le fait que bah, il faut aussi bah, faire ce travail de manière collective. Voilà, je te laisse la main maintenant. Ok, donc je vais prendre la suite et je vais juste vous représenter un peu le workflow simplifié qu'Arthur vous a déjà présenté tout à l'heure. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que initialement, ce workflow, il a été créé pour des approches métabolomiques, donc qui s'intéressent globalement à des molécules qui sont beaucoup plus abondantes dans les échantillons biologiques que les composés exogènes auxquels on s'intéresse dans le cadre d'applications exposomiques. Donc, comme l'a dit Arthur, on part d'une volonté de caractériser l'exposition dans un échantillon biologique, et ensuite on enchaîne les étapes, une étape de chimie analytique, de traitement des données, on annote, et ensuite on rapporte les résultats. On a plusieurs défis associés à chaque étape, et moi je vais vous parler plus précisément de l'étape d'annotation, puisque c'est à cette étape c'est sur cette étape qu'on a travaillé avec le développement du logiciel Scannotation. Et finalement, l'objectif, en fait, c'est d'avoir un processus d'annotation qui est automatisé et donc qui permet d'annoter de manière efficace des données basées sur la spectrométrie de masse à haute résolution. Pour vous expliquer un petit peu plus le concept, en fait, ce qu'on sort de nos logiciels qui traitent les données qu'on génère avec nos spectromètres de masse haute résolution, on a des tableaux comme ça, où chaque ligne correspond à un marqueur. Donc, un marqueur, qu'est-ce que c'est? C'est une masse, un temps de rétention et une R associée à chaque échantillon. Nous, ce qu'on souhaite, c'est identifier efficacement les composés chimiques qui sont associés à ces signaux. Pour ça, on a deux méthodes principales. On a soit la notation de novo, donc on a deux groupes, par exemple un groupe de patients malades et un groupe de patients sains, où on a deux types de trajectoires. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir quels sont les signaux qui ont des aires significativement différentes entre ces groupes. Et ensuite, on les investigue de manière totalement exploratoire. La deuxième manière de faire, c'est le profilage de suspects. Donc en fait, on a une liste de composés d'intérêt et on va utiliser des prédicteurs chimiques pour associer rapidement des marqueurs expérimentaux avec des composés suspects. Le logiciel Scannotation, c'est cette deuxième méthode qu'il implémente. Et pour ce faire, en fait, on va procéder en deux étapes principales. La première, c'est la construction d'une liste de suspects. Donc, l'idée, c'est d'avoir une liste de produits chimiques qui a trait à la question de recherche. Donc, en l'occurrence, sur mon projet actuel, c'est des produits dont le lien avec la neurodégénérescence est soit établi, soit suspecté. On peut aussi ajouter des composés documentés dans la matrice d'intérêt. Pour moi, c'est le sang. Et on peut également ajouter des composés exogènes et leurs métabolites qui sont déjà documentés dans la matrice d'intérêt, des aliments, des composés industriels, des médicaments, etc. Et enfin, on peut venir y ajouter d'autres composés, comme par exemple des métabolites de composés d'intérêt ou des composés qui sont produits en grande quantité, ce genre de choses. La deuxième étape, c'est d'associer les suspects aux marqueurs. Donc, c'est-à-dire que tout d'abord, il faut identifier les prédicteurs chimiques qui permettent de reconnaître un composé sans ambiguïté une fois qu'ils sont associés les uns aux autres. Identifier les valeurs de tolérance pour ces prédicteurs chimiques, parce que la plupart du temps, on ne va pas être sur une correspondance parfaite. On va ensuite pouvoir associer les suspects et les marqueurs. Et enfin, générer un score qui permet d'évaluer la proximité ou la ressemblance entre les marqueurs et les suspects. Donc, pour ce faire, on a développé le logiciel Scannotation qui a fait l'objet d'une publication récemment dans Environmental Science and Technology.
Et donc, voici la page d'accueil du logiciel pour ceux que ça intéresse. Il est disponible gratuitement sur GitHub, sur la page Scannotation. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Pour ce qui est du principe de fonctionnement de Scannotation, en fait, on a une liste de suspects et on aimerait obtenir une liste de marqueurs préannotés. Pour ce faire, on va commencer par filtrer sur différents prédicteurs chimiques. Le premier, c'est la masse, enfin le rapport masse-surcharge. Ensuite, le temps de rétention, qui est le temps que la molécule met à passer la phase séparative de l'analyse. Et enfin, le profil isotopique, qui permet de donner une information sur notamment le contenu en certains atomes des molécules, notamment le chlore et le brome, qui sont très présents dans les pesticides, par exemple, d'où l'intérêt pour le profil isotopique. Il y a une dernière étape qui se fait pour l'instant à la main, mais on a l'objectif de l'implémenter dans Scannotation, qui est la comparaison de données de fragmentation. C'est-à-dire qu'on va avoir un spectre de référence qui a été préalablement acquis et un spectre expérimental. Et l'idée, c'est de trouver les ressemblances et les dissemblances pour essayer de déterminer si le composé est bien celui qu'on recherche. À chacune de ces comparaisons, on associe un IC, un indice de confiance, qui sont ensuite combinés en un indice de confiance global qui est situé entre 0 et 1 et qui permet de noter à quel point le suspect ressemble au marqueur expérimental. Pour vous présenter le logiciel en tant que tel, voici la première page qu'on a une fois qu'on a passé la page d'accueil. Et c'est ici qu'on construit la librairie, qui est la première étape dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, pour ce faire, en fait, on va demander à l'utilisateur de nous donner des informations, par exemple la formule brute, qui va nous permettre de calculer le rapport masse-surcharge théorique de la molécule, ainsi que de calculer son profil isotopique théorique. On va également faire un travail sur les temps de rétention. Donc, l'utilisateur peut fournir un temps de rétention expérimental s'il en a un, ou encore des temps de rétention prédits, ou même une valeur de log-P qui est un coefficient de partition octanol O qui va nous permettre de prédire un temps de rétention pour le composé en question. Pour ce qui est de la valeur de log-P, l'utilisateur peut la fournir, c'est préférable, mais s'il ne la fournit pas, on peut en avoir une approximation à partir de la formule brute. Et enfin, toujours à partir de la formule brute, on va avoir une prédiction de métabolites qui peut être effectuée par le logiciel. C'est conditionné par la formule brute parce que dans la nature, on sait que, par exemple, un métabolite de type sulfate ne va se former que s'il y a la présence d'oxygène dans la molécule, et pareil pour le glucuronide avec la présence d'oxygène et d'azote. Une fois qu'on a créé la librairie, on peut passer à l'étape de profilage de suspects. Donc, tout d'abord, on demande à l'utilisateur les caractéristiques du jeu de données qu'il va nous fournir. Ensuite, on lui demande de préciser à quoi il s'attend en termes de tolérance sur les paramètres chromatographiques, donc la séparation. Et enfin, on va lui demander s'il est intéressé pour faire une recherche de perte de neutre qui est liée avec les métabolites dont je vous parlais juste avant. Une fois qu'on a lancé la notation, la pré-annotation, on va obtenir des résultats qui vont se présenter sous cette forme. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un regroupement en fait de tous les composés, de tous les marqueurs, pardon, qui sont liés à un composé. Par exemple, là, vous voyez le premier cadre, c'est tout ce qui est lié à l'androsténédione, qui est un composé endogène, puis dihydrotestostérone, puis nicotinamide, etc. Tout est classé par indice de confiance global, qui est l'avant-dernière colonne que vous pouvez voir. Et là, vous pouvez voir des chiffres, par exemple, sur la première ligne, vous avez 0,84, ce qui signifie qu'il y a 84% de ressemblance entre l'androsténédione glucuronide théorique et le marqueur concerné. Une fois qu'on a regardé à la main les données, on peut avoir une liste de résultats qui est un peu affinée. Et ici, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir d'abord tout ce qui concerne l'identité de la molécule,
donc le nom, un identifiant unique et une formule brute. Vous allez également avoir tout ce qui est lié aux indices de confiance sur la masse, les temps de rétention, ainsi que le profil isotopique. Et enfin, l'indice de confiance global. Par exemple, ici, pour la première ligne, vous avez 90% de ressemblance entre l'aspartame théorique et le marqueur retrouvé dans les échantillons. Et ce qu'on peut faire ensuite, c'est quand on reprend le tableau initial, on peut avoir un lien entre les lignes annotées et les lignes du tableau où on a les aires pour chaque échantillon. À partir de ça, on peut donc faire un lien entre les expositions environnementales et les données de santé individuelles, par exemple dans le cadre de mon projet de postdoctorat, un indicateur de neurodégénérescence. On peut aussi essayer de faire ce lien à l'échelle du jeu de données complet. Là, ça nécessite de manipuler des quantités importantes de données, ça pose des questions méthodologiques spécifiques qui sont plus en lien avec des approches épidémiologiques. Donc, je ne m'y aventurerai pas pour l'instant, mais c'est ce que j'ai appelé la notation de novo tout à l'heure. Pour plus d'informations sur Scanotation, il y a, si je ne me trompe pas, une page sur le site de l'EHESP où vous pourrez retrouver notamment un teaser qu'on a créé avec l'équipe Scanotation en lien avec l'école. À ce jour, il y a eu 2 applications à large échelle de Scanotation que j'ai faites en tout cas, même s'il y en a bien sûr plus, dont Arthur vous parlera tout à l'heure. La première, c'était pendant ma thèse sur la cohorte Pélagie. Euh, et en fait, j'avais notamment 125 échantillons de sang d'adolescents de 12 ans qui, leur maman était suivie depuis leur grossesse. Donc, on a d'abord vérifié que l'utilisation des prédicteurs chimiques qu'on avait sélectionnés était pertinente et nous permettait d'avoir des bons résultats. Donc, par exemple, avec Scanotation, on a pu annoter 81 composés dans ce jeu de données. Et on a utilisé un autre logiciel qui utilise des prédicteurs légèrement différents, notamment qui inclut la comparaison de données de fragmentation en MS2, qui a permis d'annoter 68 composés, avec 57 composés en commun. Pour les composés qui n'étaient annotés que par Scanotation, c'était notamment pour la raison que nous n'avions soit pas de données de fragmentation acquises pour les composés d'intérêt, soit pas de données de fragmentation théoriques disponibles dans les bases de données qu'on trouve en ligne. Pour ce qui est des 11 composés qu'on avait trouvés uniquement par MSDial, c'était parce qu'ils n'étaient pas dans la librairie de Scanotation, et il est totalement possible d'y remédier en faisant évoluer la librairie. Les composés qu'on a trouvés dans le cadre de cette étude, ils couvraient un large espace chimique. Il y avait des composés qui venaient du microbiote intestinal, des composés issus de l'alimentation, mais aussi de l'utilisation des cosmétiques, des médicaments, des composés industriels, avec des composantes, des caractéristiques physico-chimiques extrêmement diverses en termes de polarité et de masse. L'utilisation de Scanotation nous a permis de retrouver des suspects usuels, des composés auxquels on s'attendait, on sait qu'on est exposé, par exemple certains phtalates, des PFAS, des parabènes, et des composés qui sont globalement retrouvés à des concentrations relativement faibles dans les échantillons. Mais on a aussi pu trouver des composés émergents, par exemple un terephthalate présent dans 86% des échantillons, pour lequel on n'a à ce jour aucune donnée toxicologique, mais aussi des composés comme l'acésulfame ou l'aspartame, qui sont des sucrants, et pour lesquels on n'a pas vraiment d'informations sur leur impact sur le métabolisme. L'utilisation de Scanotation nous a également permis de découvrir des nouveaux biomarqueurs d'intérêt. Par exemple, le bromoxynil, qui est un pesticide connu et documenté, présente un métabolite qui n'est généralement pas recherché dans les approches ciblées. Or, ce métabolite était présent dans 97% des échantillons contre 61% pour le bromoxynil,
avec des ratios d'air qui allaient de 3 à 8 entre le métabolite et le composé parent. Donc en fait, cette approche, elle permet de trouver des nouveaux biomarqueurs d'intérêt qui ne sont pas recherchés habituellement et qui pourraient orienter des futures campagnes ciblées pour décrire au mieux l'exposition des, des participants à des cohortes, à des pesticides par exemple, ou tout autre type d'exposition environnementale. Pour ce qui est de la deuxième application large échelle, euh, dans le cadre de mon postdoc, je travaille sur la démence et la maladie d'Alzheimer. Donc en fait, ce sont des pathologies qui ont une prévalence importante. 5 à 8% des personnes de plus de 60 ans présentent une démence ou une maladie d'Alzheimer, et 20 à 25% des plus de 80 ans. Malheureusement, les tendances sont à la hausse, avec plus d'un triplement projeté entre 2018 et 2025. Et à ce jour, il n'existe pas de traitement curatif. Ce qu'on observe avec la démence et la maladie d'Alzheimer, c'est qu'on a une baisse de la fonction cognitive qui est supérieure à celle observée normalement dans le vieillissement. Et on arrive à un moment où on diagnostique la démence parce qu'il y a un impact significatif sur la vie quotidienne. Sauf que ce qu'on voit aussi, c'est que on a déjà un impact cognitif léger plusieurs années avant le diagnostic. On sait aussi qu'il y a une phase préclinique où les patients sont asymptomatiques. À ce jour, on sait qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent sur le développement de la démence ou de la maladie d'Alzheimer, notamment l'âge, le sexe, la présentation du vario ApoE4, mais aussi certains facteurs de risque modifiables pour lesquels on attribue un risque d'environ 40%. Notamment parmi eux, je les cite pas tous, mais l'éducation, la dépression en fin de vie, le tabagisme, l'isolement social, la pollution de l'air, etc. On n'a pas vraiment d'informations sur l'impact de composés alimentaires ou de polluants sur l'incidence de la démence ou le développement de la démence. Dans ce cadre, l'étude des 3 cités a été développée. Elle regroupe plus de 9000 adultes de plus de 65 ans dans 3 villes, Dijon, Montpellier et Bordeaux. Et on a un bon nombre d'indicateurs qui ont été pris entre 1999 à 2000, qui était la création de la cohorte, jusqu'à aujourd'hui. Et dans le cadre de mon projet, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est l'imagerie cérébrale qui a été prise à 4 temps différents, ainsi que des prises de sang qui ont été faites à t égale 0, t plus 4 ans et t plus 10 ans. 500 personnes, on a des échantillons de 500 personnes à T0, et pour 100 de ces personnes, on a une prise d'échantillon répétée 4 ans plus tard et 10 ans plus tard. Sur ces échantillons, on va pouvoir évaluer l'exposome chimique interne, que ce soit de manière ciblée, avec de la GC-MSMS, ou non ciblée, avec de la LC-HRMS, pour regarder respectivement des polluants organiques persistants et des marqueurs non persistants. Et l'idée, c'est d'essayer de les lier à une trajectoire de vieillissement cérébral accéléré en utilisant des endpoints de déclin cognitif et d'atrophie cérébrale, pardon. L'objectif, le premier objectif, c'est de caractériser l'exposome chimique interne humain en population âgée. Et pour ce faire, on développe une méthodologie qui combine le ciblé et le non ciblé. On identifie les empreintes chimiques de 500 échantillons de participants à T0 et on modélise les dynamiques temporelles sur 10 ans en utilisant 3 prises de sang pour environ 100 personnes. Pour ce qui est du ciblé, ont été dosés environ 40 produits de combustion, des pesticides organochlorés ainsi que des retardateurs de flamme. Et pour ce qui est du non ciblé, on va avoir une couverture plus large, comme Arthur en a parlé tout à l'heure, regarder les composés endogènes, exogènes et les métabolites. Et on va appliquer les 2 approches que je vous ai présentées, la notation de novo ou la priorisation avec des statistiques exploratoires, mais aussi du profilage de suspects. On va avoir environ 10 000 composés dont la présence sera évaluée après l'analyse. Arthur, je te laisse continuer sur les autres projets en cours pour l'évaluation de l'exposome chimique.
Merci Jade. Oui, donc ce qu'on voit, donc si tu peux passer à la slide suivante, ouais, ce qu'on voit avec tous les développements qui ont été faits via la thèse de Jade, c'est que on a encore des gros défis, on est encore sur le développement méthodologique, mais à la question de savoir est-ce que les approches non ciblées marchent pour révéler des nouvelles signatures chimiques, la réponse est oui. Maintenant, on est encore dans cette étape où on est en train de faire les études d'association. Alors juste pour donc il y a ce gros projet qui s'appelle Églantine et qui étudie euh, les associations entre exposition chimique et neurodégénérescence. On a également deux autres projets assez large échelle au laboratoire importé par Vincent qui s'appelle BC Expo et qui est financé par le Cancéropole Grand Ouest et qui vise à étudier l'impact des facteurs, enfin des déterminants chimiques, mais pas que, de la nutrition aussi et d'autres facteurs socio-économiques sur le cancer du sang. Donc Vincent pourra nous en dire un mot s'il souhaite. Et puis on a également un deuxième projet financé par Ecophyto et qui là vise à étudier les liens, les associations entre exposition chimique et le diabète de type 2. Et on est également impliqué dans un gros projet européen qui s'appelle PARC, qui regroupe 28 pays et 200 partenaires, financé à hauteur de 400 millions d'euros. Donc c'est un projet assez gargantuesque sur 7 ans. Et dans ce projet, nous sommes leader d'un projet qui vise justement à développer un des premiers workflows harmonisés et le plus automatisé possible en lien avec les développements que nous faisons. Donc, nous allons pouvoir mettre à profit le logiciel que nous avons développé pour qu'il fasse partie de cette brique, enfin que ce soit une des briques qui constitue ce workflow assez complexe. Donc, nous sommes leaders d'un projet qui comprend 16 partenaires européens, dont les experts, les meilleurs experts européens dans ce domaine. Euh, mais tout ça n'est pas suffisant à l'échelle d'un laboratoire. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'arrivera pas à monter à des niveaux de puissance statistique en restant sur des centaines d'échantillons. Donc, ce que nous faisons depuis plusieurs années déjà, qui a été vraiment initié par Bernard Jegou et qui est maintenant repris par Michel Sanson, c'est la mise en place d'infrastructures de recherche, notamment France Exposome, qui comprend plusieurs sites français qui travaillent cette thématique de l'exposition chimique. Et l'objectif, c'est vraiment de se structurer pour avoir la possibilité de répondre à ce problème de dimensionnement et pouvoir vraiment caractériser l'exposome chimique au sein de grandes cohortes. Donc, on est en lien aussi avec les autres infrastructures de recherche comme France Cohorte, par exemple. Et ce travail que nous faisons au niveau national, nous faisons également au niveau européen. Donc le France Exposome, c'est le nœud d'une infrastructure de recherche européenne qui s'appelle IRIN. Et nous travaillons aussi avec les partenaires US, notamment avec l'Université de Columbia, avec lequel nous avons des liens forts, afin de faire le lien justement et de pouvoir, dans quelques années, être aussi pointu et surtout capable de dimensionner nos études sur des cohortes beaucoup plus larges. Donc, quelques conclusions et perspectives. Je pense que c'est important de rappeler que depuis quelques années, il y a un effort sans précédent historique et politique pour mieux comprendre les expositions humaines et environnementales aux contaminants chimiques, avec l'idée vraiment de rendre visible cette exposition chimique. Si vous avez suivi ces derniers temps aussi dans la presse, on parle d'organiser un GIEC sur la pollution chimique, puisque c'est une des pollutions qui est encore un peu trop invisible. Il y a de nouvelles perspectives qui s'offrent à nous grâce aux technologies dont on vient de parler et aux méthodologies, mais qui nécessitent encore quelques années avant de pouvoir être opérationnelles, mais qui ont pour but vraiment de rompre avec l'approche substance par substance et d'avoir des évaluations qui soient plus proches de la vie réelle et de ce qui se passe réellement. Et on espère donc que dans quelques années, on aura une meilleure précision et une meilleure connaissance des facteurs de risque, des signatures de chimiques complexes qui sont associées avec ces maladies chroniques. Et ça, tout ça, c'est qu'une seule étape. Je vous ai présenté tout à l'heure une diapositive où on voyait tous les déterminants environnementaux qui étaient regroupés sur le terme d'exposome. Ce dont on vous a parlé aujourd'hui, c'est une de ces composantes, en fait, de cet exposome, le côté chimique. Donc, au sein de l'évaluation de l'exposition, nous sommes en train de faire cette révolution pour être beaucoup plus compréhensif dans notre façon de caractériser les expositions. Une fois que nous aurons fini cette révolution, il faudra aussi que l'on fasse l'agrégation en fait et l'intégration
de toutes les autres disciplines en sciences environnementales qui permettront vraiment de comprendre l'état de santé d'une population et notamment l'intégration, par exemple, de l'épidémiologie sociale qui est encore assez peu inclus jusqu'à présent. Donc, comme vous le- vous l'avez deviné sans doute, ce sont des recherches qui sont collaboratives et qui impliquent extrêmement de nombreuses personnes, donc notamment Michel Sanson dont je parlais, le directeur actuel de l'IRSET et qui fait beaucoup pour ce travail de structuration. Il faut rappeler que France Exposome, donc c'est une des premières infrastructures de recherche dont le siège sera en Bretagne. Toutes ces recherches se font au sein de l'équipe de l'IRSET Elixir et puis au sein d'UDS et du LRS, eh bien, on a une équipe assez aussi impliquée avec notamment Sarah Lénon, Margot Heurté qui vient de nous rejoindre et puis donc Erwan et puis tous les doctorants, postdoctorants, Eva, Thomas et Olivier qui complètent l'équipe. Voilà, et puis il y a bien sûr tous les financeurs à remercier et puis tous les partenaires de France Exposome et de IRIN. Merci. Merci à vous. Je voulais encore une nouvelle fois saluer le travail que vous avez réalisé avec Scannotation, euh, à la fois d'un point de vue programmation, donc là c'est vrai que c'est plutôt Erwan qui a été aux manettes, mais l'aspect aussi facteur, paramètres à intégrer qui permettent de faciliter la notation. Et je pense que ça sera effectivement un outil qui va nous faire passer un cap et permettre à la communauté scientifique de pouvoir s'approprier ces outils-là. Euh, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le Q&R dans le Zoom. Donc, on a déjà une question de Marie Morgan qui vous demande si Scantation est déjà utilisé par d'autres structures partenaires et comment se font ces interactions avec la communauté scientifique. Merci Marie-Vorgane pour la question. Alors la réponse est oui parce que comme le logiciel est en open access, c'est téléchargeable sous GitHub, on voit qu'il y a eu plusieurs téléchargements depuis le déploiement du logiciel et puis surtout il va être utilisé par les autres partenaires au sein du projet européen Parc. Et l'idée, ça va être de transformer le logiciel qui est sous le format d'un point exe en ce moment euh, et de l'incorporer dans un environnement qui s'appelle Galaxy, qui permet d'incorporer énormément de logiciels justement qui sont développés sous Python ou sous R pour faire des workflows beaucoup plus complexes. Donc c'est comme ça qu'il va être accessible au plus grand nombre de partenaires via ce workflow qu'on est en train de mettre en place avec les partenaires européens. Je ne sais pas si Jade, tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est c'est très complet. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en. Alors, je sais que c'est pas simple, mais je pense qu'ils ont fait un gros travail de pédagogie pour essayer d'expliciter ce qu'est l'exposo, mais c'est vraiment la brique, ce logiciel, la brique, c'est un peu comment est-ce qu'on arrive à déchiffrer des choses pas forcément déchiffrables à l'œil nu, ou alors qui demanderaient beaucoup de travail pic par pic, mais c'est une mine d'informations et l'intérêt, c'est de pouvoir effectivement avoir une cartographie de l'ensemble des molécules présentes dans un échantillon de matrice biologique. Alors, une autre question de Gaël. Avez-vous pour objectif d'intégrer des données de mobilité ionique dans Scannotation? Je te laisse répondre, Jade. Ouais. Oui, on a pour objectif d'intégrer les données de mobilité ionique. Déjà parce que on a eu la chance avec un financement CPER de pouvoir acquérir un appareil qui est doté de la mobilité ionique. Donc en fait, on commence nous-mêmes à générer ce type de données et il va falloir qu'on apprenne à les traiter. Donc c'est certain que l'aspect mobilité ionique, c'est avec l'aspect fragmentation, c'est un des grands chantiers qui s'annonce pour la version suivante de Scannotation.
Et donc, peut-être juste pour rappeler que la mobilité ionique, en fait, sur un instrument comme ça permet de donner une information sur la géométrie de la molécule, puisque c'est en fonction de la façon dont elle se déplace dans un gaz, on peut la séparer d'autres molécules. C'est vraiment un outil, une dimension supplémentaire pour décomplexifier un échantillon qui comprend des milliers, voire des centaines de milliers de molécules. Peut-être juste rappeler aussi que tout à l'heure, on parlait de l'exposome chimique et puis de la quantité de molécules qu'on utilise, des centaines, voire des centaines de milliers, voire 300 000 d'après certains chiffres. Pour ce qui est des molécules endogènes, le défi est le même. On ne sait toujours pas combien de molécules endogènes de petite taille, comme les stéroïdes, les prostanoïdes ou les lipides, sont présents dans un échantillon biologique. C'est vraiment le défi de notre génération, dans le sens où dans les années 90-2000, on a fait le séquençage du génome. De là a découlé le séquençage ensuite de l'ARN, puis des protéines qui sont liées aux séquences justement de nucléotides. Et eux, ce sont des séquences d'acides aminés. Mais pour ce qui est des petites molécules, on ne sait toujours pas combien sont présentes dans un échantillon biologique. Et lorsqu'on aura accès à cette information, il est certain qu'on fera un bond dans la compréhension de nombreux mécanismes biologiques. Donc le défi, il est aussi bien pour comprendre quelles sont les molécules exogènes présentes dans un échantillon biologique que tous les échantillons, toutes les molécules endogènes également. Est-ce que vous avez prévu d'organiser un genre de workshop pour permettre des chercheurs de se familiariser avec l'outil et de se l'approprier? Ah, c'est une bonne, oui, oui, ce serait une bonne question. Alors, c'est déjà prévu dans le cadre du projet Parc, mais c'est limité aux partenaires qui sont présents dans ce projet-là. Mais effectivement, oui, on pourrait faire organiser peut-être un séminaire alors plus large, mais qui intégrerait effectivement euh, un workshop sur l'utilisation de Scannotation. Oui, ça pourrait être une bonne idée. À l'heure Donc, actuelle, sinon, il y a... il y a un mode d'emploi de Scannotation qui est disponible sur la page GitHub, que, que Erwan s'est donné beaucoup de mal à faire. Donc, ça peut aider dans un premier temps, mais effectivement, l'idée d'un workshop est bonne. Sinon, il y a une question de Cécile qui demande est-ce que l'étude qui doit être faite sur 70 enfants dans la région de Saint-Rogatien-Périgny, Charente-Maritime, fait aussi partie de vos études actuelles et donc utilisera Scannotation? Bah là, il y a deux aspects à considérer, mais en tout cas, la réponse est vraiment que ce genre d'outil est vraiment fait pour ce genre de questions, c'est-à-dire mettre en avant de nouvelles signatures chimiques qui ont pour l'instant encore pas été étudiées, parce que là, sur les enfants de la région de Saint-Rogatien, on parle d'une région qui est touchée par les cancers pédiatriques, donc on a vraiment une suspicion sur le côté euh, exposition aux facteurs chimiques. Et donc, c'est vraiment là où l'outil et ce genre d'approche en général, hein, pas que Scannotation, mais pourrait faire une différence pour générer des nouvelles hypothèses, ne serait-ce que sur des nouvelles identités, mais aussi peut-être sur des mélanges, parce qu'on est vraiment sur des effets sans doute mélanges quand on parle de maladies chroniques. Donc, typiquement, oui, on espère pouvoir déployer le logiciel pour répondre à ce genre de questions. Après, il y a tout ce qui est lié avec les approches, enfin les démarches plutôt éthiques. Et là, Vincent, on en a encore à faire des demandes de financement et c'est vrai que c'est là où c'est malheureusement presque aussi long que après ce qui découle de ça, tout ce qui est démarche scientifique, quoi. Ce que la question derrière la question de Cécile, c'était que l'association de Saint-Rogatien a lancé un recrutement, enfin, une inclusion d'enfants pour faire une étude de biosurveillance. Et donc, il faudra qu'on se rapproche d'eux pour savoir quel type de matrice ils vont collecter et comment est-ce que c'est encadré d'un point de vue effectivement éthique et collecte de données personnelles qui sont toujours extrêmement sensibles et savoir si effectivement on peut récupérer des échantillons pour faire une analyse non ciblée pour pouvoir avoir une vision plus large des expositions comme Arthur et Jade l'ont présenté. Qu'est-ce qu'on appelle les démarches éthiques? Eh bien, en fait, il faut
passer par donc lorsqu'on veut mettre en place des études de biosurveillance ou des études de cohorte à large échelle, donc c'est un travail qui est souvent fait plutôt par les épidémiologistes, mais il faut passer par des avis de comité de protection des personnes et puis aussi des avis du CNIL pour la protection des données personnelles. Donc c'est ça qu'on appelle les démarches éthiques qui sont généralement assez longues, qui nécessitent l'écriture de protocoles et puis de répondre vraiment à toutes les questions pour assurer l'anonymat en fait des personnes qui vont être intégrées dans ces études. Et c'est effectivement une commission qui est très importante parce qu'elle va regarder tous les protocoles que le scientifique souhaite décliner, dans quelles conditions vont être collectés les échantillons pour garantir effectivement la bonne compréhension par les participants Mm. de l'étude, des enjeux, mais surtout que ce soit le moins invasif possible. Et puis Et oui, dans le cadre des cancers pédiatriques, c'est vrai que comme tu le rappelais Vincent, on est sur des enfants, donc on ne peut pas faire tout type de prélèvement. Les prélèvements sanguins sont quasiment impossibles. Donc généralement, il faut savoir que voilà, certaines expositions ne seront pas aussi bien représentées. Donc ça fait partie de la démarche éthique, ça fait partie des questions aussi auxquelles on doit essayer de répondre quand on veut mettre en place des études dans ce type d'études. très bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent après, de contacter Arthur ou Jade par email. Euh, je pense qu'ils seront ravis de répondre à vos questions. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et je pense que je vais aussi introduire le prochain webinaire, celui de la semaine prochaine, qui sera donné par Josquin Tuliez, qui est directeur de recherche au CNRS et titulaire de la chaire en économie de la santé au Centre de recherche en économie et du management de Rennes, qui est également membre du comité du conseil scientifique de l'EHESP et qui viendra parler de paludisme, éducation et politique de contrôle. Donc, si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à vous connecter la semaine prochaine au webinaire du mardi. Et donc, je vous remercie à toutes et à tous pour avoir passé l'heure avec nous et en vous souhaitant une bonne fin de journée. Au revoir, à Bonne bientôt. fin de journée, merci Vincent. Bonne fin de journée.